Voici votre survol rapide sur le protocole médical 5 concernant les difficultés respiratoires. Ces directives, tirées du manuel de secourisme de la CNSST, sont vraiment indispensables pour réagir efficacement face à un collègue qui manque d'air. Une urgence littéralement vitale. Premièrement, il faut savoir reconnaître la détresse. Vous savez, une respiration adulte normale, c'est entre 12 et 20 cycles par minute. Si cette fréquence chute sous 10 ou grimpe au-dessus de 24, c'est l'alerte rouge. Et si vous remarquez en plus des sifflements, une tousse anormale, de l'agitation ou une peau bleutée, ce qu'on appelle la cyanose, là, c'est une vraie détresse nécessitant des soins spécialisés. Deuxièmement, on applique le fameux protocole 5. Concrètement, après avoir sécurisé les lieux, vérifié l'état de conscience et appelé les secours, l'intervention clé, c'est d'installer la personne dans sa position de confort, souvent assise, à condition qu'il n'y ait aucun traumatisme évidemment. Ensuite, vous l'assistez pour prendre ses médicaments selon son ordonnance et vous surveillez ses signes vitaux en continu. Finalement, parlons de l'hyperventilation. C'est hyper fréquent, souvent déclenché par un gros pic de stress. L'approche ici, c'est de l'asseoir confortablement, de la rassurer avec grand calme et de l'encourager à ralentir son rythme en respirant tout simplement avec elle. En somme, face à une difficulté respiratoire, repérez vite les signes anormaux, mettez la personne dans une position confortable et alertez immédiatement les secours. Ne partez pas car on va approfondir tout cela ensemble et répondre à vos questions dans notre épisode complet sur ce sujet qui suit à l'instant. Respirer. C'est probablement l'acte le plus banal, le plus automatique du monde. Oui, on n'y pense jamais en fait. Jamais. On inspire, on expire des milliers de fois par jour, souvent en fixant un écran, en marchant dans la rue, en dormant, sans jamais y accorder la moindre parcelle d'attention. C'est une mécanique redoutable. Exactement. Notre corps gère ça tout seul. Mais la question aujourd'hui, c'est que se passe-t-il quand cette machine, d'ordinaire si parfaite et silencieuse, s'enraye soudainement ? Quand l'air semble s'épaissir. C'est ça, quand chaque inspiration devient un combat vraiment conscient et terrifiant. Aujourd'hui, notre exploration plonge au cœur d'un sujet à la fois vital et, disons-le, profondément angoissant. La difficulté respiratoire. Un sujet crucial, oui. Pour cette analyse approfondie, on s'appuie sur une source très sérieuse, le manuel officiel de la CNST, l'édition 2022, sur le secourisme en milieu de travail. C'est vraiment la référence. Et la mission de notre discussion aujourd'hui, elle est ambitieuse. On va décoder spécifiquement ce fameux chapitre 5, le protocole médical 5. Celui dédié à la difficulté respiratoire. Voilà. L'objectif pour notre auditoire, c'est de réussir à transformer un moment de panique absolue face à un collègue ou un proche qui manque d'air en une séquence d'action claire, logique et surtout salvatrice. Le grand piège face à quelqu'un qui cherche son air avec un regard paniqué, c'est de croire qu'il faut agir comme un médecin urgentiste. C'est le premier réflexe, non ? On se sent démuni. Totalement démuni. Mais l'approche des premiers secours, telle qu'elle est structurée dans ces protocoles, elle repose sur un principe super rassurant. On ne demande jamais aux secouristes de poser un diagnostic médical complexe. Donc on n'a pas besoin d'être médecin. Ah non, pas du tout. La tâche, en fait, consiste plutôt à développer un sens aigu de l'observation. Il s'agit de repérer des signes concrets, d'écouter les symptômes et d'appliquer une logique stricte. Une grille d'analyse, en somme. C'est ça. C'est cette méthode précise qui permet de garder son sang-froid. Elle remplace l'émotion par l'objectivité. Cette idée d'objectivité m'intrigue énormément. Parce que quand on est face à quelqu'un qui halète, qui porte les mains à sa gorge, l'émotion prend toute la place. C'est inévitable. L'empathie, la peur. Il y a une méthode tangible pour amener notre propre cerveau vers la logique. Il y a une astuce imparable. La première étape pour rationaliser la situation, c'est de s'appuyer sur la règle d'or mathématique de la respiration. Des mathématiques ? Oui, des chiffres purs. C'est une donnée physiologique que tout le monde devrait avoir en tête. La fréquence respiratoire normale d'un adulte au repos, ça se situe dans une fenêtre très précise, entre 12 et 20 respirations par minute. Attendez, seulement 12 à 20 respirations par minute ? En moyenne, oui. J'aurais imaginé un chiffre beaucoup plus élevé. C'est fascinant parce que ça nous donne une mission instantanée. Au lieu de regarder la personne suffoquer et de paniquer, on regarde sa montre et on compte. On bascule dans l'action. C'est ça. On devient un observateur clinique. Mais comment on compte efficacement dans le feu de l'action ? La technique la plus fiable, c'est d'observer le soulèvement de la cage thoracique ou de l'abdomen. On compte chaque cycle complet. Donc, une inspiration suivie d'une expiration, ça fait 1. Faut pas compter les deux séparément. Non, c'est le cycle entier. Et pour gagner du temps, on peut observer pendant 30 secondes et multiplier par 2. Pratique.
Sauf que, si la personne semble éprouver des difficultés, si la respiration est superficielle ou saccadée, il est impératif de prendre le temps de compter sur une minute entière. Pour être vraiment précis. Exactement. Et c'est ce chiffre qui va déterminer la gravité de l'urgence. Les balises d'alarme absolue, selon le manuel de la CNSST, sont fixées à moins de 10 respirations par minute ou à plus de 24. Moins de 10 ou plus de 24. À ces extrêmes, on entre formellement dans une détresse respiratoire. Ça me fait immédiatement penser à la ventilation d'un moteur de voiture. Ah, c'est une excellente analogie. Quand le rythme est à 12 ou 18, le moteur ronronne. Les échanges gazeux se font parfaitement, l'oxygène entre pour nourrir la combustion, et le dioxyde de carbone, disons les gaz d'échappement, sont expulsés en douceur. C'est l'équilibre parfait. Mais si la ventilation tombe sous la barre des 10, le moteur s'étouffe, il manque de comburant. Et à l'inverse, si ça s'emballe au-delà de 24, le système n'a plus le temps de faire les échanges correctement. Le moteur tourne à vide et menace de surchauffer. Cette comparaison illustre parfaitement la réalité cellulaire. L'apport d'oxygène et l'élimination du dioxyde de carbone, c'est les piliers de notre survie. C'est vital. Une fréquence sous les 10 ou au-dessus de 24, ça signifie que ces échanges gazeux sont gravement compromis. Et ce repère numérique, c'est la première information qu'un répartiteur médical voudra obtenir au téléphone. C'est ce qui déclenche l'envoi d'une ambulance. Absolument. C'est la preuve objective de la détresse. Donc on a compté. L'alarme sonne dans notre tête parce qu'on est, disons, à 28 respirations par minute. C'est là qu'entre en scène le protocole 5. Mais avant de parler d'intervention, il faut comprendre ce qui se passe. Les causes. Oui, parce que le premier réflexe, c'est souvent de penser que la personne a avalé un morceau de travers, qu'elle s'étouffe avec de la nourriture. C'est l'idée reçue la plus fréquente. Mais l'obstruction par un corps étranger, c'est qu'une infime partie de l'équation, surtout en milieu de travail. Il y a d'autres suspects. Énormément. On peut faire face à la détérioration d'une maladie pulmonaire, comme l'asthme ou l'emphysème. Ça peut être une insuffisance cardiaque qui provoque une accumulation de liquide dans les poumons. Ce qu'on appelle un œdème aigu. C'est ça. Et dans un contexte industriel, la menace prend souvent la forme d'une inhalation de vapeurs corrosives, des gaz toxiques ou des poussières chimiques qui brûlent littéralement les voies respiratoires de l'intérieur. C'est terrifiant. Sans oublier les réactions allergiques sévères, l'anaphylaxie, qui provoque un gonflement très rapide de la gorge. C'est un véritable champ de mine. Si les causes sont si nombreuses, comment les secouristes peuvent s'y retrouver ? L'analyse de ces protocoles met beaucoup l'accent sur l'observation de l'ABC des premiers secours. Surtout le B. Le B pour breathing, la respiration. Au-delà de quelqu'un qui dit avec difficulté « je manque d'air », quels sont les indices concrets à traquer, un peu comme un détective sur une scène de crime ? L'investigation visuelle et sonore doit être systématique. Faut tendre l'oreille. Des râles ou des gargouillements à l'inspiration, ça indique la présence de sécrétions ou de liquide. Un bruit humide, en fait. Voilà. Par contre, des sifflements, souvent audibles à l'expiration, ça trahit un rétrécissement des conduits, ce qui est typique de l'asthme. Et la voix ? Faut écouter la voix. Une voix qui devient soudainement rauque ou qui s'éteint, c'est un signe redoutable d'inflammation du larynx. Faut agir vite. Et sur le plan visuel, qu'est-ce qu'on cherche ? L'indicateur le plus critique, c'est la cyanose. La cyanose. C'est un terme qu'on entend souvent dans les séries médicales. Mais concrètement, sur le terrain, ça ressemble à quoi ? Concrètement, c'est la coloration de la peau qui vire au bleu, au violacé ou parfois au grisâtre chez les personnes à la peau plus foncée. C'est un manque d'oxygène dans le sang. C'est le corps qui hurle sa carence en oxygène, oui. Le sang non oxygéné devient sombre. On l'observe d'abord aux extrémités, là où la circulation est la plus fine, le bout des doigts, les ongles et surtout le contour des lèvres. Et au niveau du comportement de la personne ? L'agitation extrême. Un cerveau privé d'oxygène perd sa capacité de raisonnement. Il entre dans un mode de survie primitif. La personne peut devenir confuse, combative. Ce qui complique l'intervention, j'imagine. Énormément. Et c'est là que le protocole 5 révèle son ingéniosité. Oui, en lisant l'analyse de ce chapitre, j'ai eu l'impression de voir un arbre décisionnel géant. Un peu comme un livre dont on est le héros, mais appliqué aux urgences médicales. C'est exactement la fonction d'un protocole de triage. Le protocole nous force à poser des questions clés pour nous orienter. On croise les données. Par exemple, si la difficulté respiratoire s'accompagne d'une sensation d'écrasement ou d'une douleur vive à la poitrine, on abandonne le protocole 5. On change de chemin. On bascule vers le protocole 6, dédié à la douleur thoracique. On présume un infarctus du myocarde jusqu'à preuve du contraire. Et j'imagine que c'est la même logique si on découvre une cause externe évidente, comme une piqûre d'insecte ou... Précisément. Si la personne vient d'être piquée par une guêpe ou a mangé un allergène, l'urgence est systémique. On passe au protocole 13 pour les allergies. Ce qui permet d'utiliser un auto-injecteur d'épinéphrine. Sous certaines conditions, oui.
Pareil pour un traumatisme physique, une chute ou un choc violent, on s'oriente vers le protocole traumatique 1.2. Faut éviter de manipuler quelqu'un qui a peut-être une côte fracturée. Mais imaginons le scénario le plus basique. On reste dans le protocole 5 pur. Pas de douleur à la poitrine, pas d'allergie, pas de chute. Un cas d'école. On a un collègue qui soudainement peine à respirer, avec une fréquence à 26 respirations par minute et de légers sifflements. L'instinct naturel, c'est de vouloir allonger la personne, de la mettre sur le dos sur un canapé pour qu'elle se repose. C'est une bonne idée. C'est la pire chose à faire. Ah oui. C'est une erreur hyper commune, dictée par notre instinct de protection. La consigne incontournable du protocole, c'est d'installer la personne dans la position où elle respire le plus facilement. Et c'est quelle position, généralement? Dans l'immense majorité des cas, c'est la position assise, voire légèrement penchée vers l'avant. Qu'est-ce qui rend la position assise si magique sur le plan mécanique? C'est une pure question de gravité et d'anatomie. Le muscle principal de la respiration, c'est le diaphragme. Il agit comme un piston sous les poumons. D'accord. Quand une personne est allongée sur le dos, le poids de tous les organes abdominaux, le foie, l'estomac, tout ça, vient presser contre le diaphragme. Ah, ça fait un poids supplémentaire à soulever. Pour une personne qui manque déjà d'air, devoir soulever ce poids à chaque inspiration demande un effort musculaire colossal. Ça l'épuise en quelques minutes. Alors qu'en position assise, La gravité tire tous ces organes vers le bas. Ça dégage l'espace pour que le diaphragme s'abaisse facilement. Les poumons peuvent prendre leur expansion maximale sans résistance. c'est d'une simplicité enfantine, mais ça modifie instantanément la mécanique ventilatoire. Tout à fait. Ensuite, si la personne a des médicaments prescrits, comme une pompe pour l'asthme, le secouriste peut l'aider à l'utiliser. Ce focus sur la mécanique respiratoire nous amène au point culminant de cette exploration, un phénomène clinique abordé dans le manuel qui est absolument fascinant. L'hyperventilation. Oui, c'est le moment où la mécanique parfaite du corps se retourne complètement contre elle-même. C'est comme si le centre de contrôle dans le cerveau décidait de pirater le rythme respiratoire et d'appuyer sur l'accélérateur sans raison. L'hyperventilation, c'est un des cas les plus paradoxaux et effrayants en secourisme. Parce qu'il n'y a pas d'obstruction. Exact. Pas de produits toxiques, pas de maladies pulmonaires sous-jacentes, le déclencheur est très souvent psychologique ou neurologique. Une crise d'anxiété, par exemple. Une anxiété massive, un choc émotionnel, un stress insurmontable, le cerveau panique et envoie l'ordre de respirer de plus en plus vite. La personne se retrouve parfois à 30 ou 35 respirations par minute. Et le paradoxe absolu, c'est que la personne a l'impression viscérale de manquer d'oxygène, de s'étouffer, alors qu'en réalité, elle fait le contraire. C'est toute la tragédie de l'hyperventilation. La personne inspire d'énormes quantités d'air, elle manque pas du tout d'oxygène. Le problème vient d'ailleurs, alors. Le désastre se produit au niveau de l'expiration. En respirant à un tel rythme, elle expulse son dioxyde de carbone à une vitesse faramineuse. Mais le dioxyde de carbone, c'est un déchet, non? On veut s'en débarrasser. Oui et non. Sa concentration dans le sang régule l'équilibre acido-basique, le fameux pH sanguin. Quand le taux de dioxyde de carbone s'effondre brutalement, le sang devient trop basique, trop alcalin. Et ça dérègle le système. Cette modification chimique instantanée déclenche une série de court-circuits dans tout le système nerveux. Les conséquences physiques détaillées dans la documentation sont hallucinantes. Si on ne comprend pas cette chimie du sang, les symptômes n'ont aucun sens. C'est vrai que c'est déroutant pour un témoin. La personne va se plaindre de maux de tête fulgurants, de vertiges, elle hyperventile, et soudain elle ressent des douleurs à la poitrine, son cœur explose, et elle a des picotements très intenses. Des engourdissements, oui. Autour de la bouche, dans les doigts, c'est la panique totale. Ces symptômes neurologiques, les spasmes causés par le changement de pH, ça mime à la perfection les signes d'un infarctus. Une crise cardiaque. Mettez-vous à la place de la victime. Elle est terrifiée, elle respire frénétiquement. Soudain, sa poitrine la brûle, son cœur tape comme un marteau et elle perd la sensation dans ses mains. Dans son esprit, elle est en train de mourir. Elle est persuadée de faire une crise cardiaque fatale. Cette pensée décuple son angoisse, ce qui pousse le cerveau à accélérer encore plus la respiration. C'est une boucle sans fin, un effet boule de neige chimique et psychologique. D'une puissance inouïe. Et c'est là que l'intervention recommandée devient presque poétique. Oubliez l'image classique du secourisme avec les bandages. Face à ce cyclone d'anxiété, comment on arrête ça en... On peut pas juste crier de se calmer. C'est sûr que dire calmez-vous, respirez à quelqu'un dont le sang se court-circuite, ça sert à rien. L'approche préconisée, c'est une technique d'une élégance rare. On pourrait l'appeler l'intervention miroir. La directive est très subtile, oui. Le manuel suggère d'abord d'asseoir la personne, pour des raisons de sécurité en cas d'évanouissement. Logique. Ensuite,
l'encourager doucement à retenir sa respiration quelques secondes pour freiner la fuite du dioxyde de carbone. Mais la vraie clé, c'est l'attitude du secouriste. Le langage corporel. Le secouriste doit s'asseoir face à la victime, capter son regard et commencer à respirer de manière exagérément lente, profonde et visible. On lui demande de calquer son rythme sur le nôtre. Le secouriste devient littéralement le traitement. C'est de la synchronisation pure. En neurologie, on appelle ça la corégulation de système nerveux. Le cerveau humain est programmé pour réagir aux neurones miroirs. C'est puissant. Face à un système interne chaotique, la personne en détresse s'accroche à l'encre que lui offre le secouriste. En imitant ce rythme lent, le taux de dioxyde de carbone remonte. Le pH se normalise. Les picotements disparaissent, la douleur s'estompe et le cerveau désactive son alarme. Le calme devient le remède. C'est fascinant parce que ça démontre à quel point ces compétences vont bien au-delà des murs d'une usine. Ah, ça sert partout. Savoir compter de 12 à 20, utiliser la position assise ou maîtriser ce miroir respiratoire. Que ce soit dans un restaurant, à la maison avec un proche en pleine crise d'angoisse, cette grille d'analyse transforme le témoin paralysé en intervenant lucide. L'universalité de cette approche, c'est sa plus grande force. Les lois de la physiologie ne changent pas selon le contexte. Maîtriser ça, c'est se donner les moyens d'agir quand chaque seconde compte. Et ça nous amène à une réflexion finale, assez provocatrice, je l'avoue, pour clore cette exploration. Je vous écoute. En parcourant les sections du document consacrées à la gestion du stress lors des interventions, on trouve une mise en garde assez brutale. Lors d'un incident, le secouriste réagit lui aussi. Il subit une décharge d'adrénaline. Le mode combat ou fuite. Exactement. Le secouriste peut expérimenter des tremblements, une vision en tunnel et une augmentation subite de sa propre fréquence respiratoire. C'est très commun. Alors, la pensée à méditer pour les personnes à l'écoute aujourd'hui, c'est la suivante. Si le traitement optimal d'une hyperventilation exige que le secouriste serve de métronome humain calme et stoïque, que se passe-t-il si ce même secouriste est secrètement en train d'hyperventiler, terrassé par sa propre panique interne? Le miroir ne reflètera que le chaos. C'est ça. Ça démontre de manière incroyable que le véritable premier soin ne commence jamais en touchant la victime ou en appelant les secours. Le tout premier soin commence à l'intérieur de soi, par la maîtrise absolue de son propre esprit et de sa propre respiration. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement. Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail, reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel reconnu par la CNESST ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.